Trump et Bibi ont parlé pendant 2 heures et comme l'a dit Trump, nous avions 5 sujets. Le premier, c'était le Hamas. Le deuxième, bien sûr, Gaza, la reconstruction. Ce que nous faisons ensuite. Le troisième, l'Iran aussi, naturellement. Et ils ont également parlé de l'Ukraine. Les dernières étapes, comme on dit, et les résultats, ainsi que la sécurité régionale. Il s'agit de la Syrie, du Liban, des menaces de divers groupes iraniens, de la Turquie et d'autres États souverains. Commençons par l'Iran. Et au cours des 20 prochaines minutes, nous allons dévoiler les principaux points des négociations. Certains résultats dont nous avons eu connaissance, soit par les participants eux-mêmes, soit plus tard, par des personnes qui y ont pris part, par des journalistes, et ainsi de suite. Mais avant cela, il faut dire que Bibi aura des élections parlementaires en octobre de l'année prochaine, donc de l'année qui arrive. Et il doit bien sûr démontrer des relations proches et bien coordonnées avec Trump. Et Trump a fait tout ce qu'il fallait. Par exemple, il a dit que si ce n'était pas pour Bibi, peut-être qu'Israël n'existerait même plus aujourd'hui. Eh bien, il me semble que c'est une exagération typiquement trumpienne, mais personnellement, je dois dire qu'avant Bibi, comme beaucoup le savent, j'ai vécu là-bas de 73 à 84, puis voyagé 2 ans avant de m'installer aux États-Unis d'Amérique. Bibi était en général un pays agricole, avec des relations capitalistes socialistes à moitié développées. Je ne sais même pas, un mode de vie. Oui, sans vraiment de moyens particuliers et sans ressources naturelles pendant les longues années de règne de Bibi. Je comprends pourquoi on dit que le pouvoir corrompt s'il dure trop. Là-bas, sa femme a mauvaise réputation, et lui-même fait aussi des choses qui ne vont pas. Je comprends tout cela, et en fait, théoriquement, je pense aussi la même chose. Mais si l'on regarde en arrière, si l'on considère les années, les résultats pour ainsi dire, des années où Biba a travaillé, alors Israël est devenu une puissance technocratique avec des réserves de gaz. Avec une industrie puissante et une science avancée, ils reçoivent des avions des États-Unis, les améliorent et renvoient leurs innovations aux États-Unis, même si ce n'est pas une industrie sidérurgique. Aucun autre pays ne peut faire cela, non seulement ils ne le font pas, mais ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Israël fournit également d'ailleurs aux États-Unis des renseignements qui, selon les professionnels, n'ont pas de prix. Pour le programme nucléaire pacifique, il faut une démonstration de soutien de l'Amérique, et en réalité, il ne s'agit pas seulement d'une démonstration, mais aussi d'un véritable soutien. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Trump a convoqué Netanyahou ici, à Palm Beach. C'est déjà la 5e visite du Premier ministre israélien chez le président Trump depuis son retour au pouvoir. Il y a un petit hic, comme vous vous en souvenez, tous les 20 otages israéliens vivants ont été libérés de la captivité du Hamas à Gaza il y a 2 mois. L'administration Trump fait pression sur Netanyahou, affirmant vouloir plus d'efforts pour la reconstruction. Le Premier ministre Netanyahou voulait montrer que le Hamas n'est pas désarmé, ce qu'a compris le président Trump, qui affirme que le Hamas doit se désarmer rapidement. Sinon, je cite, « il y aura une punition infernale ». Tant que le Hamas armé reste dans les tunnels et les abris de Gaza, il n'y a aucun sens à poursuivre la reconstruction de Gaza. Les conditions de l'accord étaient simples. Vous rendez tous les otages, vous remettez toutes vos armes, nous vous laissons partir dans le pays de votre choix et, bien sûr, ce pays devra accepter de vous accueillir. Après cela commence le nettoyage de Gaza, le nivellement, le remplacement du sol, le déminage, l'ensevelissement de tous les tunnels et seulement ensuite la construction. Avant tout cela, un groupe est formé, un contingent des forces armées sous le drapeau, probablement de l'Organisation des Nations Unies. Je ne comprends pas très bien comment ils comptent vers cela, ceux qui entrent à Gaza et protègent tout le monde de tout. Mais ce comité d'initiative n'existe pas encore. Et surtout, le Hamas ne rend pas les armes, ce qui en fait permet à Trump de freiner toute cette histoire. Il semble même qu'il encourage le Hamas et coordonne les actions du Hamas. Iran. Et le Premier ministre d'Israël a également apporté à Palm Beach un nouvel avertissement concernant l'Iran, déclarant que ce dernier développe à la fois des programmes de missiles et nucléaires sur des sites non touchés par l'opération Minuit Marteau.
Nous nous rappelons tous comment cet été, des B-2 ont détruit les installations nucléaires iraniennes ainsi que les 30 Tomahawks lancés depuis l'United States Ship Georgia en mer d'Arabie. Tout cela constitue le contexte de la rencontre entre le président Trump et le premier ministre Netanyahou. Elle a été chaleureuse, nous avons entendu les deux hommes lors de la conférence de presse. Après leur rencontre, le premier ministre israélien a proposé au président Trump le prix d'Israël, la plus haute distinction civile. Je suis certain que l'Iran a été sérieusement discuté. Les mollahs ont de nouveau commencé à faire preuve d'arrogance, qu'ils avaient perdu lors du raid des bombardiers B-2. La tension dans le golfe Persique s'est brusquement intensifiée après que l'Iran aurait saisi un deuxième pétrolier en seulement 2 jours. Et cela s'est produit juste après que le président Donald Trump a ordonné la saisie d'un pétrolier lié au Venezuela. Mercredi, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a effectivement confirmé qu'il avait saisi un pétrolier qui tentait de quitter les eaux territoriales du pays. Téhéran a accusé le navire de transporter près de 4 millions de litres de carburant de contrebande et 16 membres d'équipage étrangers ont été arrêtés. Puis le choc est venu. Jeudi, des informations non confirmées ont fait état de la capture par l'Iran d'un deuxième pétrolier qui pourrait être lié aux intérêts des États-Unis. Ni Téhéran ni Washington n'ont commenté l'incident, mais son timing a suscité de vives inquiétudes et des questions dans de nombreuses capitales. En réponse à la capture de 2 pétroliers vénézuéliens, l'Iran a également saisi 2 pétroliers, dont l'un, selon la presse, aurait un certain lien avec les États-Unis. Mais le pavillon n'est pas le nôtre, sinon ce ne serait pas un scandale, mais autre chose. Donc le lien reste flou. Il se dirigeait peut-être vers nous, ou appartient à une de nos compagnies, mais il aurait apparemment un lien avec nous. Le sens de ces actions est clair. L'Armouz est un détroit clé, un passage étroit essentiel pour le pétrole mondial, et pour l'approvisionnement. Traditionnellement, personne n'a officiellement la responsabilité de la navigation là-bas, mais en pratique, c'est la 5e flotte américaine, basée à Bahreïn, qui s'en occupe. Tout le monde comprend que c'est un défi lancé précisément aux États-Unis, même si cela s'est présenté comme une lutte contre ce que les Iraniens appellent le transport non autorisé de diesel de contrebande. Si c'est le cas, je vais expliquer maintenant ce que cela signifie. Donc, par non autorisé, cela veut dire que c'est leur affaire interne. En réalité, ils accordent des subventions à leurs habitants, c'est-à-dire qu'ils vendent à un prix fortement réduit et ces derniers achètent donc en petite quantité, puis les rassemblent quelque part en un seul endroit. Les produits achetés avec cette subvention sont ensuite revendus discrètement. Ils les transfèrent sur un grand navire et ensuite ils les transportent, parfois même sur de petits bateaux. Ils vont vers ce grand navire, le chargent et ensuite il part. Donc il s'avère que le pétrole subventionné, la subvention qui est destinée à la population du pays, quitte en fait le pays. Les organisateurs de toute l'opération reçoivent cette marge. Voilà comment cela se passe réellement. Les 2 pétroliers étaient, il me semble, dans les eaux territoriales de l'Iran. Et comme ils transportaient, selon l'Iran, ce fameux pétrole non autorisé, daté, pour ainsi dire, du pétrole daté. Donc l'Iran a, pour ainsi dire, pleinement le droit de mener cette opération policière. Mais le reste du monde y voit en quelque sorte un message de l'Iran, à savoir que nous pouvons arrêter la navigation dans la région d'Ormuz et commencer à couler des navires ici. Disons, avec des millions de barils de pétrole à bord, évidemment ce pétrole s'enflamme facilement. Oui, ce serait une catastrophe écologique, et bien sûr les prix du carburant s'envoleraient. La Russie, le Venezuela, l'Arabie Saoudite et d'autres seraient ravis. Mais l'Iran en réalité en souffrirait et les mollahs, même s'ils menacent, il est peu probable qu'ils aillent jusque-là. Mais ils font peur. Le président iranien a annoncé ce week-end quelque chose que beaucoup d'entre nous savaient déjà, que son pays est en état de guerre totale avec Israël, les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Et maintenant, nous devons tous nous demander si le gouvernement des ayatollahs est prêt à sacrifier tout le reste pour produire chaque année 3000 missiles balistiques afin de les lancer ensuite contre Israël. Pour l'instant, il semble qu'il soit peut-être prêt à faire exactement cela. À suivre. Autrement dit, Bibi est venu partager avec Trump ses réflexions sur la manière de se préparer à une nouvelle escalade de la guerre avec l'Iran.
Je pense que cela poussera Trump à résoudre plus rapidement les problèmes du Hamas, cette cinquième colonne, ou pour ainsi dire, cette écharde dans l'œil d'Israël, appelez-la comme vous voulez. De nombreux sujets sont à l'ordre du jour de ces rencontres, à commencer par le blocage des progrès dans les plans du président Trump concernant Gaza, ainsi que les inquiétudes mutuelles concernant l'Iran. La menace persistante du Hezbollah, la campagne contre Daesh en Syrie et la dispute croissante sur l'influence régionale de la Turquie. Cependant, la réunion sera probablement consacrée à la discussion sur la manière de gérer l'Iran, puisque Netanyahou présentera des informations des services de renseignement sur les efforts de l'Iran pour rétablir son programme de missiles et son réseau de marionnettes terroristes. Nous devons nous rappeler que d'autres réunions ont également lieu cette semaine, notamment à Doha, au Qatar, où les dirigeants du Hamas prévoient la destruction totale d'Israël et la création d'un État islamique sur son territoire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou présentera également des plans lors de sa rencontre avec le président Trump qui inclut une stratégie visant à étouffer délibérément l'armée terroriste de l'organisation Hamas. Sur cette note, Tsahal continue de démanteler l'infrastructure terroriste dans la bande de Gaza, tandis que le Hamas s'efforce de rétablir son infrastructure terroriste dans les écoles et les hôpitaux de Gaza et diffuse de la propagande interne à Gaza. Israël inspecte chaque mètre carré de terrain, fait exploser et enterre tous ses tunnels, dépôts et ateliers d'armement souterrains. Israël. Écoutez, c'est un premier ministre militaire. Il a fait un travail tout simplement phénoménal. Il a guidé Israël à travers une période très dangereuse, pleine de graves bouleversements. Israël, avec d'autres peuples, pourrait ne plus exister aujourd'hui. Si vous voulez connaître la vérité, c'est une déclaration assez audacieuse, mais c'est la vérité, c'est ce que je pense. Sans ce premier ministre, Israël n'existerait plus aujourd'hui, parce qu'ils ont été confrontés à une telle force que très peu de pays auraient pu gérer. Nous avons travaillé ensemble et été très victorieux. Maintenant, j'entends que l'Iran tente de renforcer sa puissance. Si c'est le cas, nous devrons les arrêter, les écraser, mais j'espère que cela n'arrivera pas. J'ai entendu dire que l'Iran veut conclure un accord. S'ils veulent conclure un accord, c'est bien plus intelligent, vous savez. Ils auraient pu conclure un accord la dernière fois, avant que nous ne menions une grande attaque contre eux. Si l'Iran cherche la bagarre et veut encore se faire frapper, nous le leur ferons, j'en suis sûr, a déclaré Trump. Il parle d'Israël, des États-Unis, pas seulement des États-Unis. Bien qu'il ait ensuite dit qu'il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient peut donner une raclée à l'Iran, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui voudraient te donner une raclée à l'Iran. Nous allons nous occuper de Gaza, c'est pourquoi ce très grand Premier ministre est ici en ce moment. Nous parlons de Gaza, nous parlons de beaucoup de choses. Nous avons environ 5 sujets principaux que nous discutons. Qu'adviendra-t-il du Hamas? D'ailleurs, c'est la première épine, la voilà. Ils ne veulent pas déposer les armes et pensent que l'Iran et la Russie vont les aider sans qu'ils aient honte à se désarmer. Ils ne vont pas les faire sortir physiquement de là-bas, mais ils pensent qu'ils vont négocier pour qu'ils restent là-bas avec leurs armes. Donald Trump a donc déclaré que le Hamas avait très peu de temps pour se désarmer. Sinon, il y aura des conséquences, comme il le répète souvent avec de belles phrases. Ils paieront un prix infernal là-bas, et il ne veut pas dire précisément quoi, et il a raison de le faire, dire juste, un prix infernal, y compris. D'ailleurs, ce qui est important, c'est ce qui a été dit, y compris une éventuelle frappe contre l'Iran, le HAMAS paiera un prix infernal, y compris une éventuelle frappe contre l'Iran. Il ne l'a pas dit directement, c'était comme ça. C'était en 3 ou 4 phrases. J'essaie de rassembler pour ainsi dire ce qu'il a comme ce que l'Iran a entendu, bien sûr. L'Iran, naturellement, comme je l'ai déjà dit, ce sont justement, pour ainsi dire, ces gars-là, ces types qui en fait brouillent les pistes. Dans le cadre de la deuxième étape du plan Pugliese, Donald Trump exigera le désarmement complet du Hamas. La démilitarisation, la destruction, pour ainsi dire la destruction de tous les tunnels, de tous les arsenaux de production d'armes. Il a été instauré une interdiction pour le Hamas, sous quelque forme que ce soit, de participer à la gestion de Gaza après la guerre, c'est-à-dire après l'établissement d'un autre ordre là-bas. Netanyahu. De son côté, si ces conditions du Hamas ne sont pas remplies, il engagera l'armée pour éliminer les restes.
Donc les marins partisans du Hamas, je veux dire, ce ne sont pas vraiment des marins partisans. Le plan de Trump prévoit qu'après le nettoyage de Gaza des groupes armés, le territoire passe sous mandat international pendant la période de création d'une société stable. Donc, comme le dit Trump, il y aura là-bas un gouvernement technocratique et apolitique, où il va en trouver un comme ça, je ne sais pas. Il y a probablement des gens qui sont apolitiques. Il y en a sûrement pour gouverner, mais pour quoi faire ? Pour gérer les problèmes domestiques et municipaux. Quant aux questions d'État, comme les frontières, les forces armées et tout le reste, il n'en est même pas question en ce moment. On nous a dit que la reconstruction du gaz commencera bientôt. Je soupçonne que cela dépend de la résolution de la question avec le HAMAS et l'Iran. Maintenant, d'où viendra l'argent ? C'est intéressant. Les Émirats arabes unis prennent en charge le financement du projet de reconstruction du gaz. Israël rejette une occupation prolongée de la bande de Gaza. Mais Israël veut s'assurer que de nouveaux tunnels ne seront pas construits à la place des anciens. Et Israël aimerait avoir le contrôle de la sécurité, enfin des frontières de Gaza, tandis que Trump veut que ce contrôle soit transféré à ces mêmes forces internationales. Je ne sais pas, ils en parlaient à l'instant, je pense qu'ils l'ont évoqué, mais j'ignore s'ils se sont mis d'accord. En gros, tout est lié à la destruction du Hamas, après quoi commence le nettoyage du territoire, le retrait progressif des troupes israéliennes, l'entrée des unités internationales et le début de l'élaboration d'un plan, au moins, pour la reconstruction de l'enclave. Et pour l'instant, disons, le nettoyage, la purification, comme je l'ai déjà dit, l'enfouissement de tout ce qui doit être enfoui. L'Iran, c'est le principal. Bien sûr, c'est aussi une épine dans son pied. Les démarches de régulation y sont forcément liées. L'Iran va essayer de faire tanguer le bateau de toutes ses forces, il va essayer de le faire tanguer aussi longtemps qu'il le pourra. Le régime à Téhéran fonde en général sa légitimité sur l'image du principal défenseur de la Palestine, et naturellement sur celle d'un ennemi irréconciliable d'Israël. C'est totalement incompréhensible. Dans leur Coran, dans la première partie qu'ils reconnaissent, que nous appelons la Torah, tout cela est entièrement prévu. Il est dit que cette terre appartient aux Juifs, et que Dieu l'a donnée, mais apparemment, ils ont décidé qu'ils pouvaient, par leur propre décret, reprendre cette terre. Dieu l'a dit, mais nous, par notre décret, nous l'avons annulée. Il y a des paroles divines, autrement dit. Tu ne tueras point, oui, pour ainsi dire, tout le monde dit « tu ne tueras point », mais tout le monde tue à la guerre, partout on fusille, eh bien c'est pareil ici. Donc, nous croyons en Dieu. Dieu, eh bien, nous pouvons annuler n'importe lequel de ses commandements à tout moment, quand nous le voulons. Les sunnites, dirigés par l'Arabie saoudite, sont arrivés à la conclusion qu'il est semble bien plus avantageux de commercer et d'être l'ami d'Israël que d'en être l'ennemi. Et si l'Iran, Israël et Gaza, et en général ceux qu'ils appellent les Arabes palestiniens, deviennent, eh bien, disons, des amis, des partenaires, qu'ils commencent à faire des choses ensemble avec Israël, cela affaiblira l'attrait de l'axe de la résistance, c'est-à-dire, pour ainsi dire, ce que fait l'Iran là-bas. Ils résistent tout le temps au sionisme et à l'impérialisme, et de cette façon, ils dessinent en quelque sorte une société qui leur est opposée. Ce sont des idéalistes croyant en Allah, tandis que les autres sont des sionistes et impérialistes. Mais que signifie sioniste ? Donc, j'ai entendu la version arabe de cela, c'est incroyablement drôle. Tout comme la Russie, l'Iran veut s'entourer de ce qu'on appelle des chiens de combat pour organiser un tampon entre lui et ses ennemis potentiels. Ce tampon était autrefois assuré par la Syrie, le Liban, le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Et d'autres types de proxys, comme on les appelle. Dès que, ou si ces proxys disparaissent, enfin disons, dès que les proxys disparaissent, nous travaillons activement à les faire disparaître. L'Iran se retrouve seul face aux sunnites, qui sont bien plus nombreux et technologiquement supérieurs. Les sunnites sont 1,2 milliard dans le monde, alors que les chiites sont 400 millions. Les chiites, c'est l'Iran. Ils seront aussi alliés aux sunnites, à Israël et aux États-Unis. C'est-à-dire avec des technologies militaires de pointe et des capacités considérables que l'Iran n'aura pas, même en s'alliant avec la Chine.
C'est pourquoi l'Iran fera tout son possible pour empêcher le désarmement du Hamas. C'est l'un de leurs chiens de garde par procuration, et l'Iran fera tout pour empêcher la destruction des Houthis et du Hezbollah. Mais il s'arrêtera chaque fois que ce fou de Trump pourra à nouveau lancer les forces armées américaines contre les installations militaires iraniennes et qu'Israël, par hasard, larguera quelques bombes là où se cachent les hauts dirigeants iraniens. Je dirais de mon côté que l'Iran, les Farsis, les Perses, ils sont incroyablement un peuple talentueux. L'Amérique les a privés de leur chat et a mis en place les ayatollahs. Peu importe que ce soit le démocrate Carter qui l'ait fait, un enfoiré visqueux, mais c'est en quelque sorte notre faute, mesdames et messieurs, même si, disons, ce n'est pas vraiment notre moitié de l'Amérique, mais ça reste l'Amérique. Et il serait juste que nous aidions l'Iran à se libérer de cette peste qui s'est installée là-bas, et qui détruit déjà la 3e ou 4e génération de ces gens talentueux et inoffensifs. Quelle culture, université et sciences existaient en Iran? Mort à Israël, maintenant ils crient chaque jour mort aux États-Unis, là-bas mort, mort, mort. En fait, je pense que ceux qui crient Juifs, sauvez-nous, Juifs, s'il vous plaît. Voilà, je souhaite aux Iraniens des sous-titres et à nous aussi. La libération, comme pour l'Ukraine et la Russie. Je souhaite être libéré de Poutine, des oligarques et de toute la merde qui leur est tombée sur le dos et leur suce le sang. Voilà, c'est tout, je pense qu'on se reverra. Sous-titres réalisés par Dima Torzok.